Voilà, donc moi je vais vous présenter les discussions et les recommandations de la table ronde sur le développement des médicaments en pédiatrie, les défis existants et du coup nos recommandations. Donc on était 4 entre les modératrices, coordonnateurs, organisatrices, à discuter avec 16 autres membres de ces tables rondes qui sont venus du milieu académique, industriel et institutionnel. Voilà. Juste pour commencer, quelques mots sur le contexte. Donc, depuis la mise en place du règlement européen relatif aux médicaments à usage pédiatrique en 2007, le développement pédiatrique fait partie intégrante du développement de tous les nouveaux médicaments. Cela est possible avec un système d'obligations, ce qui comporte le développement d'un plan d'investigation pédiatrique, le PIP, qu'on doit soumettre en fait pour un avis au comité pédiatrique de l'Agence européenne de médicaments. Et puis, un système de récompense, c'est-à-dire que lorsqu'on réalise toutes les études qui sont prévues dans le plan d'investigation pédiatrique, on a des incitations, on a une prolongation en fait du certificat complémentaire de protection de 6 mois sur toutes les indications du médicament, y compris les indications chez l'adulte. Il y a un cadre spécifique d'obligations et de récompenses qui est prévu aussi pour les médicaments développés dans les maladies rares. Et puis, un cadre de demande là qui est volontaire d'une autorisation de mise sur le marché pédiatrique pour les médicaments qui sont hors brevet. Ça s'appelle des PUMA, avec une exclusivité de protection et exclusivité commerciale de 10 ans en fait ensuite, pour par contre l'AMM pédiatrique. L'objectif était bien sûr d'augmenter la disponibilité de médicaments qui avaient une autorisation chez l'enfant et augmenter l'information aussi sur les médicaments en général, même si finalement on n'obtient pas une autorisation de mise sur le marché pédiatrique parce que nos études ont été négatives ou qu'on n'a pas pu en fait obtenir une AMM, finalement les incitations sont là et l'information en fait est apportée en plus. Tout ça sans soumettre les enfants à des études qui sont inutiles et sans retarder en fait les autorisations chez l'adulte. Alors, le premier bilan qui a été fait de ce règlement sur 10 ans, qui date en fait déjà un petit peu, a montré que le bilan est plutôt positif parce qu'on a vraiment des médicaments avec des autorisations spécifiques en fait chez l'enfant. On a le développement des nouvelles formulations qui sont adaptées en pédiatrie. Toutefois, des demandes volontaires d'AMM pédiatrique, il n'y en a pas tant que ça, c'est-à-dire il y a une 7 en fait sur 10 ans. Et que notre expérience, le retour d'expérience des différents membres en fait, du groupe qu'on a discuté, a effectivement mis en avant les défis qui sont persistants sur le développement médicamenteux chez l'enfant. Donc notre discussion portait sur 3 thématiques. D'abord les nouveaux médicaments, comment limiter effectivement les prescriptions hors AMM en pédiatrie, qui est toujours en fait une pratique courante, et comment favoriser le développement des formulations adaptées à la pédiatrie. Alors, pour l'évaluation des nouveaux médicaments en pédiatrie, alors il faut le reconnaître, le développement des nouveaux médicaments est surtout orienté par les indications adultes, et ça le reste. On a de plus en plus, il y a quand même souvent des dérogations à la soumission d'un plan d'investigation pédiatrique parce que l'indication ne se trouve pas en fait en pédiatrie, parce que l'indication thérapeutique finalement de l'AMM n'existe pas en fait en pédiatrie, et ça pose un gros problème. Ça pose un problème parce que le médicament peut avoir un mécanisme d'action qui peut être tout à fait intéressant pour une pathologie pédiatrique, et c'est le cas par exemple de l'oncologie, et ou qu'on a besoin des médicaments sur des pathologies spécifiquement pédiatriques, ce qui est le cas de la néonatologie et les maladies néonatales, où on n'a pas d'équivalent du tout chez l'adulte. D'autre part, les essais qui sont prévus dans les plans d'investigation pédiatrique sont insuffisamment adaptés à la pratique clinique pédiatrique, de par leur complexité ou le nombre d'investigations. Et puis du coup, ça pose des vrais problèmes en fait, de faisabilité. Et puis on assiste aussi à un développement concurrentiel, plusieurs plans d'investigation pédiatrique qui sont lancés sur la même indication. Et donc des recrutements qui sont concurrentiels sur des pathologies qui sont finalement très rares en pédiatrie, alors qu'ils sont beaucoup plus fréquentes en fait chez l'adulte. Et tout ça sans coordination globale, centrale, ce qui fait que les différents investigateurs sont vraiment sollicités, les cliniciens sont sollicités de tous les côtés, et une lourdeur logistique qui se rajoute sur la lourdeur des essais. Tout ça fait aussi que le timing des essais pédiatriques est décalé dans le temps. On a souvent en fait des reports sur les essais pédiatriques qui commencent bien après les essais adultes, voire même après l'AMM adulte.
Et quand ça commence en fait après la MM adulte, là, chez l'enfant, on va utiliser le médicament hors MM, et donc les essais prévus dans le PIP sont juste irréalisables. On ne peut plus faire les essais chez l'enfant. Donc, comment adresser en fait ce contexte et ces défis? Le groupe a souligné l'importance entre les interactions des différents partenaires. C'est très important d'avoir des lieux d'interaction entre les cliniciens experts, les associations des parents et des familles, de patients et de parents et de familles, les partenaires en fait institutionnels, surtout les agences réglementaires, et les partenaires industriels. Tout ça coordonné via des réseaux de recherche clinique qui sont déjà existants au niveau national et au niveau européen. Alors, c'est très important d'avoir ces interactions et puis, très en amont d'un plan d'investigation pédiatrique, ces interactions, on propose en fait dans le groupe de constituer des forums stratégiques, des forums d'échange entre les différents partenaires, d'une part pour bien définir quels sont les besoins réels en pédiatrie qui ne sont pas encore couverts et quels sont les bénéfices en fait qu'on s'y attend à long terme par différents domaines, bien sûr en pédiatrie. Dans ces forums, discuter d'une approche plutôt de développement par mécanisme d'action et plus par indication en fait, thérapeutique et voir où un médicament peut être particulièrement prometteur en fait en pédiatrie. Adapter une approche d'évaluation prospective, d'analyse prospective de quels sont les médicaments qui sont dans le pipeline, quelles sont effectivement les formulations à mettre en place pour avoir mettre des priorités selon les besoins ou adopter des stratégies en fait, de développement à venir. Et puis, avec les décisions de ces forums, on souligne aussi l'importance d'avoir des interactions précoces entre les partenaires industriels et les évaluateurs de technologies de santé afin de valoriser au mieux l'innovation qui peut être conséquente et les efforts qui seront nécessaires. Alors, on sait du coup, et professeur en fait Vassal qui a beaucoup travaillé, n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, on s'est appuyé sur une initiative qui existe déjà, qui s'appelle Accelerate, qui est dans le domaine en fait de l'oncologie et hématologie pédiatrique. Donc, dans le cadre de cette initiative, des forums stratégiques multipartenaires sont déjà organisés, où on échange en toute transparence sur les besoins et les médicaments qui sont particulièrement prometteurs en pédiatrie, et puis on met en place vraiment les stratégies de développement d'avenir. Il y a eu 10 forums qui sont déjà été organisés depuis 2017, et puis 3 par an à peu près qui s'organisent autour d'une classe de médicamenteuse ou d'une pathologie en fait particulière. Et le modèle marche tellement bien que ça a été exporté aussi sur d'autres domaines, en pédiatrie, en rhumatologie, en dermatologie, via le réseau européen de recherche clinique, le C4C. Donc, dans le groupe, on était tous d'accord pour dire qu'il faut généraliser ces initiatives type Accelerate sur tous les domaines. Et puis pour ça aussi, il faut impliquer les experts cliniciens, impliquer les associations des patients et des familles, et puis donc adopter une stratégie nationale de formation et d'information des cliniciens et des associations via les réseaux nationaux, les sociétés savantes et les réseaux nationaux déjà existants, voire réactiver ou créer des groupes médicaments à l'intérieur des sociétés savantes nationales. Tout ça, évidemment, dans le but de éviter tout ce qui est développement concurrentiel, coordonner en fait mieux l'innovation et le développement en fait futur. En même temps, les interactions entre partenaires sont très importantes pour définir les études pédiatriques nécessaires pour mettre en fait dans un plan d'investigation pédiatrique, ainsi que leur méthodologie. Et là, on s'est tous mis d'accord qu'on doit utiliser des données de vie réelle et de méta-analyse aussi pour guider nos décisions, pour mieux comprendre le contexte clinique, l'évolution naturelle de la maladie, dans un objectif de extrapoler éventuellement des données de l'adulte à l'enfant et éviter des études qui ne sont pas nécessaires, ou quand c'est nécessaire, mieux évaluer le nombre d'enfants qui seraient potentiellement éligibles pour participer. Valider des designs et surtout des critères de jugement consensuels par domaine, ce qui n'est pas forcément évident, surtout chez les plus petits enfants, les moins de 6 ans. Il y a parfois il n'y a pas de consensus en fait réellement, donc il faut adopter un consensus.
Et pour avoir ça, bien évidemment, les agences réglementaires ont besoin d'une expertise en fait externe, essayer de coordonner en fait cette expertise externe via des réseaux thématiques nationaux pour lesquels on a besoin d'une cartographie. C'est-à-dire on s'est rendu compte qu'on ne connaît pas tous les réseaux thématiques nationaux. Actuellement, on a besoin de les cartographier pour pouvoir les solliciter et coordonner du coup une demande d'expertise externe tant précieuse pour donner des décisions sur les plans d'investigation pédiatrique. Et ensuite, les interactions sont importantes pour optimiser après, une fois qu'on a vraiment s'est mis d'accord sur un plan d'investigation pédiatrique, optimiser la mise en place et le recrutement. Là, on s'est rendu compte effectivement qu'il y a des délais parfois d'autorisation qui sont assez longs en fait en pédiatrie et qui du coup décalent le début en fait des essais pédiatriques. Donc, on propose la création des CPP qui portent en fait, qui ont une expertise mère-enfant. Et qui peuvent le mettre en avant pour justement ne pas retarder les autorisations pour les essais pédiatriques. Et puis ensuite, s'appuyer sur des structures de recherche qui sont spécifiquement dédiées pour cette recherche, donc les centres d'investigation clinique, le centre de recherche clinique avec une expertise pédiatrique, en étroite collaboration avec les centres de référence maladies rares. Il faut renforcer en fait ces collaborations entre les structures pour mener à bien les essais. C'est un meilleur cadre aussi de collaboration avec les CRO qui permet de mieux coordonner en fait les sollicitations des CRO et les réponses. Toutefois, il faut s'assurer qu'on a des financements pour pérenniser ces structures, pérenniser le personnel et pérenniser une coordination qu'on souhaite mieux au niveau national via des réseaux existants. Et puis, pour appuyer la faisabilité des essais cliniques, développer selon la pathologie, selon les médicaments, selon le type de médicaments, selon aussi les investigations qui sont prévues, favoriser le plus possible la recherche clinique qui a lieu en ville, plus proche en fait de la prise en charge habituelle des enfants. Donc, utiliser l'existant, il y a des structures en fait qui permettent la coordination, il y a des structures qui sont spécifiquement dédiées à la recherche clinique en pédiatrie, qui sont déjà coordonnées au niveau national. L'exemple en fait de la structure PetStart, qui est en même temps très en contact et en échange avec d'autres réseaux thématiques comme OrphanDev, comme Covirevac pour la vaccinologie, et en même temps au niveau national et en même temps au niveau européen. Avec le C4C et qui peut permettre en fait de coordonner ces échanges entre les différents partenaires. Ensuite, on a discuté sur la prescription ORAMM. Comme je vous ai dit, elle reste toujours courante en fait en pédiatrie et dans certaines spécialités en fait pédiatrie comme en réanimation ou en néonatologie. On a discuté du ORAMM pour l'indication. On s'est tous mis d'accord que le cadre actuel réglementaire ne donne pas des incitations suffisantes pour développer, pour le repositionnement en fait, des médicaments hors brevet dans une indication pédiatrique ou le développement en fait, d'une forme galénique adaptée. On a des ORAMM par rapport à la posologie, alors que c'est la même indication en fait chez l'adulte. Et là, on a besoin de faire des études pharmacocinétiques qui restent en fait des études qui restent en fait souvent dans le cadre d'une recherche institutionnelle, pas investie par des financements industriels. On n'a pas non plus de centralisation de ces données pharmacocinétiques, donc une centralisation des résultats en fait de ces études. Et on se voit on voit des délais d'obtention des autorisations pour démarrer ce genre d'essai qui sont extrêmement allongés, alors que finalement c'est une recherche avec des risques et des contraintes minimes, souvent dans le cadre d'une prise en charge habituelle des enfants. Et puis, on a aussi discuté du cadre d'accès dérogatoire, les accès précoces et les accès compassionnels, qui ne sont pas actuellement satisfaisants en pédiatrie, qui n'engagent pas forcément pleinement sur un développement ultérieur et qui n'assurent pas un suivi non plus des enfants qui utilisent des médicaments dans ces cadres-là. Donc, pour la première proposition, la première recommandation pour limiter donc,
dans ce contexte-là, c'était bien sûr de créer en fait des appels à projets nationaux et européens et renforcer des partenariats publics-privés pour pouvoir financer les études nécessaires pour ne plus avoir de prescription en AMM, et à défaut, parce que c'est vrai qu'on n'aura pas des AMM en fait pour tous les médicaments, des AMM pédiatriques, une prescription qui est hors connaissance, tout simplement, en pédiatrie. Donc, financer les études de repositionnement de médicaments, développement des formes galéniques adaptées, là ça passe par la valorisation et la reconnaissance de l'innovation. Donc, ça passe par un cadre réglementaire qui donne des incitations beaucoup plus importantes que ce qui est le cas en fait actuellement, pour que des partenaires industriels puissent partir et faire des demandes AMM volontaires. Des financements pour des études pharmacocinétiques, mais aussi des plateformes de centralisation des résultats de ces études pharmacocinétiques qui nous permettront de faire des méta-analyses et éventuellement émettre de recommandations posologiques qui sont consensuelles au niveau européen, voire même international. Il faut dire que ce genre d'initiatives sont déjà financées et qui sont mises en place dans d'autres pays européens comme les Pays-Bas, l'Autriche, l'Allemagne. La France n'en fait pas partie. Et puis le financement et de suivi, donc des études en fait en virale, pharmacocinétique, mais aussi des registres des patients et des médicaments, ainsi qu'un cadre délimité, en fait un cadre de suivi lorsqu'on a des accès, quand on utilise des médicaments sur des accès dérogatoires, spécifiquement pédiatriques. Pareil, là on est... un deuxième exemple qui nous vient aussi du domaine de l'oncologie pédiatrique ou de l'hématologie, c'est le projet SACHA, qui a été débuté par la Société française de lutte contre le cancer et le leucémie de l'enfant et qui est soutenu par l'ANSM. Ce projet a vu le jour parce que une proportion non négligeable d'enfants utilisaient en fait des médicaments anticancéreux en dehors d'un cadre d'un essai clinique, donc hors AMM ou par accès dérogatoire, et qu'il n'y avait pas du tout de suivi du devenir en fait de ces enfants, donc hors essai. Donc cette recueil, le projet SACHA, c'est de recueillir de manière prospective des données surtout concernant la sécurité d'emploi, mais aussi l'efficacité des médicaments par ces accès-là et par cette utilisation-là. Donc pareil, on pense qu'il faut qu'elle soit généralisée sur les autres domaines médicaux pédiatriques. Et puis à côté de la création en fait, des appels à projets, des financements en fait, nécessaires, une évolution du contexte réglementaire pour les études pédiatriques à risque et contraintes minimes. Et ça rejoint un petit peu la proposition qu'on avait faite pour les nouveaux médicaments, c'est de pouvoir diminuer en fait les délais d'obtention des autorisations réglementaires en créant des CPP qui ont vraiment une expertise mère-enfant. Et enfin, avancer sur le développement des formulations adaptées. C'est vrai que les besoins en galénique orale, ils ne sont pas couverts en fait en pédiatrie, ce qui expose effectivement au risque d'erreurs posologiques et aussi une non-adhésion effectivement des patients au traitement. Toutefois, il faut dire que pour développer une forme orale liquide, il y a plusieurs spécificités, il y a plusieurs en fait choses qu'il faut prendre en compte. Il faut que ça soit facile à manipuler, administrer en fait chez l'enfant, par l'enfant lui-même ou par ses parents, selon l'âge. La forme doit permettre des ajustements de doses qui sont assez fines et puis prévoir des concentrations permettant de ne pas administrer des volumes très très importants éventuellement, selon les âges, en tout cas des volumes qui sont faciles et une administration qui peut être faisable. Un nombre en fait, de prises effectivement limité. Et puis un médicament qui est sûr, surtout en termes d'exception, pour les plus petits, c'est vraiment une classe en fait particulière d'âge, et puis acceptable, surtout en termes de palatabilité. Effectivement, c'est très important. On ne peut pas faire prendre en fait à un enfant un médicament si le goût est mauvais. Donc ça n'a de rien, mais ça peut être un vrai enjeu.
Donc le développement d'une forme galénique orale liquide peut être long, du coup, quand on prend tout ça en fait en compte, et est devenu obligatoire pour les nouveaux médicaments. Elle est obligatoire pour les nouveaux médicaments, mais du coup, ça a été à l'origine de plusieurs reports d'essais pédiatriques qui finalement n'ont pas pu être débutés, qui ont retardé plusieurs années avant de débuter. Donc on retombe sur la problématique de commencer après les AMM adultes, une fois l'AMM adulte. Et c'est long et c'est aussi coûteux et insuffisamment valorisé. On l'a vu, des incitations pour faire des demandes AMM et développer des galéniques adaptées chez l'enfant pour des médicaments hors brevet, il n'y en a pas tant que ça. Donc, pas vraiment d'incitation. Alors, comment faire? Voilà. On s'est dit qu'il faut vraiment s'affranchir de ce gold standard de la formulation orale liquide chez l'enfant. Il faut vraiment privilégier le développement d'autres formes galéniques orales qui sont cette fois-ci solides, je vais aller vite, des mini-comprimés ou des comprimés des fluorodispersibles qui sont tout à fait adaptés à partir de 6 mois d'âge, qui permettent en fait un masquage du goût, qui ont une meilleure stabilité et des coûts moindres. Et puis, privilégier aussi la personnalisation. La personnalisation en fait posologique, pour certaines populations, il y a des solutions institutionnelles actuellement d'impression en 2D ou 3D à partir en fait d'une cartouche, voire la constitution de comprimés avec plusieurs en fait substances actives sur une forme, mais qui sont des solutions institutionnelles, n'ont pas encore été investies et il n'y a pas encore des études suffisantes spécifiques pour valider ce genre de pratique. En tout cas, la dernière recommandation, ce serait d'avoir effectivement un écosystème permettant une valorisation de cette innovation liée et au développement des nouvelles formes galéniques ou à des possibilités, des outils de personnalisation en fait posologique par les interactions que j'ai parlé tout à l'heure, très précoces avec les évaluateurs technologiques de santé, la reconnaissance via une réévaluation du ASMR, et puis des retombées financières importantes parce que l'utilisation de ces nouvelles galéniques peuvent être tout à fait intéressantes, pas uniquement pour les enfants, mais pour d'autres populations en fait adultes, les personnes âgées ou les personnes très âgées. Donc, en conclusion, on met en avant vraiment la synergie, responsabilisation des partenaires, l'implication très importante en fait en pédiatrie, mais pas que, des associations en fait des patients et des familles, dont les interactions et dont la définition des besoins. Élargir les sollicitations, en tout cas s'appuyer sur les structures de recherche existantes spécifiquement dédiées, qui peuvent assurer aussi la coordination des échanges multipartenaires, de simplifier les procédures réglementaires, promouvoir cette expertise mère-enfant, et puis finalement investir absolument, valoriser le développement des nouvelles formulations et la personnalisation posologique. Juste avant pour dire que le règlement pédiatrique a été revu, donc normalement les textes devaient être publiés au début de cette année, mais ils n'ont pas été publiés, c'est un peu plus long que prévu, en rapport avec la législation pharmaceutique, enfin, c'est ce qu'on m'a dit, mais en tout cas c'est beaucoup plus long. Ça va être plus tard en fait cette année. Et puis il y a les assises de pédiatrie actuellement et de santé de l'enfant qui vont se terminer en juin 2023. Il y a un axe, et je sais qu'il y a un axe 6 sur l'amélioration des connaissances et des pratiques de santé de l'enfant par la recherche. Et là, les recommandations en fait, du groupe vont être discutées. En tout cas, ils ont été remontés pour être intégrés sur les recommandations à faire par ces assises. Voilà.